Alors, ce programme, c'est en fait, et c'est écrit que c'est ça, c'est une révision constitutionnelle et des codes juridiques. Donc, c'est un projet de révision de la Constitution et des codes juridiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, Constitution et code juridique? Le corpus législatif français, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les règles coercitives qui nous gouvernent, des choses qu'on n'a pas le droit de faire ou des choses qu'on est obligé de faire, c'est mis en musique, c'est orchestré par deux niveaux. On a un niveau constitutionnel et un niveau code juridique. Le niveau constitutionnel, c'est le fameux bloc constitutionnel qui est composé de la Constitution du 4 octobre 1958, mais également annexé, mais ça a valeur de constitution, de trois autres textes qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789, celle du 7 septembre 1789, le préambule à la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement, c'est un texte qui a été élaboré en 2005. Bon, ça c'est le bloc constitutionnel français. Sous ce bloc constitutionnel, il y a l'ensemble des codes juridiques. Alors il y a 72, 73, 74 codes juridiques en France, code des impôts, code des collectivités territoriales, code civil, code pénal, code des sociétés, etc., etc., code de la navigation fluviale. Voilà. Bon. Et notre programme pour une société de la pleine croissance, c'est une révision de tout ça. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'il y a actuellement et on met le programme à la place. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout d'abord une nouvelle constitution qui modifie la constitution. Alors, c'est donc la première partie qui s'appelle Nouvelle Constitution avec un préambule, hein, comme il y a un préambule dans la Constitution française, et puis un certain nombre de titres et de sous-titres. Et chaque article de la Constitution est numéroté. Il y a 110, 112 articles. Voilà. Dans la Constitution, par exemple, la Constitution actuelle, enfin le texte du 4 octobre 1958, il y a 89 articles. Auquel il faut ajouter les 17 articles de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la quinzaine d'articles du préambule des 46, et puis la dizaine d'articles de la Charte de l'environnement. Donc on arrive à peu près à 110, 120 articles, aussi bien dans le système actuel que dans celui que nous proposons. Donc, alors effectivement, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la Constitution, hein, c'est les 111 articles de notre Constitution, qui remplacent tout le bloc constitutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de DDHC, il n'y a plus de charte de l'environnement, il n'y a plus de préambule, il n'y a plus de constitution du 4 octobre 58. Il y a ça à la place, voilà ce qu'on propose. Et puis, dessous, il y a les codes juridiques qu'on a également réécrits. Alors, tu as dit, mais je ne trouve pas le code des collectivités territoriales. Est-ce que ça veut dire qu'on ne l'a pas changé ou est-ce que ça veut dire qu'on l'a abrogé? On l'a abrogé. Alors, tu as dû sauter disons, deux ou trois pages de transition qui sont situées, alors je cite de mémoire, je n'ai pas le truc sous les yeux, mais je le connais un petit peu quand même. Et donc, à un moment, on a réorganisation des codes juridiques et on indique tous ceux qui sont conservés et ceux qui sont abrogés. Et en fait, il y en a très peu qui sont conservés. Il y a grosso modo que le code civil et le code pénal qui sont conservés et modifiés. Et, par le détail, c'est-à-dire qu'on indique les articles qui restent, les articles qui sont modifiés et les articles qui sont supprimés et quels sont les nouveaux articles. Tous les autres codes juridiques sont abrogés. Donc voilà. Donc comment ça s'organise au niveau de la forme, sans parler du fond et sans parler de savoir si on est d'accord ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on propose. Une constitution, un bloc constitutionnel qui est remplacé par les 111 articles de la Constitution nouvelle. Et puis les codes juridiques qui sont pour l'immense majorité supprimés et qui sont remplacés par un code pénal
modifié, un code civil modifié, et puis une charte de la gestion des ressources naturelles et une charte de l'éthique et de la condition animale. Voilà. Donc 4, en fait, l'ensemble des 74 codes juridiques est remplacé par ces 4 documents. Tout en conservant le niveau hiérarchique, à savoir la Constitution, les articles de Constitution prévalent sur les articles des codes juridiques, mais bon, c'est le cas également dans le système actuel. L'idée, en fait, c'est que la Constitution énonce des principes supérieurs, hein, on va le dire comme ça, que les articles de la loi ordinaire doivent forcément, avec lesquels la loi ordinaire doit forcément être compatible, sinon on a anticonstitutionnalité. Et d'ailleurs, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, alors, tout ça entre guillemets, puisque nous, évidemment, on critique allègrement tout ça en disant que c'est mal fait, parfait ou mal fait. Le Conseil constitutionnel a en charge de vérifier qu'une loi, donc de niveau inférieur, lorsqu'elle est édictée par l'Assemblée nationale ou par l'exécutif, puisque l'exécutif, par le biais du domaine réglementaire qui lui est attribué par l'article 37 de la Constitution, peut édicter des règles coercitives, eh bien, le Conseil constitutionnel a en charge de vérifier si ces règles coercitives de niveau inférieur, lorsqu'elles sortent, elles sont bien compatibles avec ce que dit la Constitution. Alors, lorsque tu as dit tout à l'heure, Clara, que les codes juridiques que nous avions réécrits, notamment le code civil, le code pénal, étaient dans l'esprit de... Non, oui, c'est plus que dans l'esprit. Ils sont censés être compatibles avec ce qui est... Ou même que ce sont des déclinaisons, c'est-à-dire ce sont des modalités d'application dans des domaines particuliers, hein, de principes plus généraux qui ont été énoncés dans le cadre de la Constitution. Donc ils sont non seulement dans l'esprit, mais ils sont supposés être une déclinaison dans un domaine particulier de principes plus généraux qui, eux, ont été énoncés dans le bloc constitutionnel. Il est écrit exactement en fin de la page 7, le combustible de notre civilisation industrielle, c'est-à-dire c'est la dot terrestre, c'est-à-dire l'ensemble des ressources fossiles et minérales dites non renouvelables ou finies. Cette variable est frappée d'alignement par Dame Nature qui, après nous en avoir laissé la jouissance pendant quelques décennies, va bientôt nous en priver pour quelques centaines de millions d'années, le temps de reconstituer un stock réutilisable par d'autres futures espèces. Alors, effectivement, on a employé le terme dot terrestre, qui est un terme emprunté à Roegen. Alors, ça peut effectivement faire débat, et on peut nous dire, un petit peu comme tu commences à le faire, mais attendez, vous utilisez dot terrestre, la dot terrestre, c'est aussi tout le vivant, et tout ça. Bon. Donc, après, c'est une question de définition. Hein. C'est une question de définition, parce que dans cette parabole du triangle du feu qui sert d'introduction au programme, on ne dit pas du tout que la dot terrestre, c'est tout le vivant, etc. etc. Hein, voilà. Et on ne parle que des ressources naturelles finies, c'est-à-dire celles que la nature, effectivement, a constituées par enfouissement, voilà, les sédiments, etc., etc., puisqu'on dit qu'il faudra des millions d'années pour la reconstituer après que nous l'ayons mangé, que nous l'ayons épuisé, ce qui n'est pas le cas de la faune, parce qu'on va tirer sur la faune, mais la faune, elle se reconstitue. Donc il s'agit bien... Alors, on ne peut pas nous accuser de ne pas l'avoir définie, puisque nous la définissons. On peut ne pas ergoter, ce serait péjoratif, mais on peut effectivement nous contester
l'utilisation du mot dot terrestre qui est peut-être inapproprié, qu'il faudrait modifier. En tout cas, on le définit. Donc pour nous, la dot terrestre, c'est comme d'ailleurs l'a défini lui-même Huygens, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Hein. Bon, et on prend cette définition, on dit la dot terrestre, c'est les ressources finies qui sont dans l'écorce terrestre. Page 8. Capitaliste toujours dans le cadre de la parabole du triangle du feu, le capitalisme conçu, vu comme l'activateur, donc expliciter la notion de capitalisme, voir page 13-14 sur la fiduciarisation. Est-ce les financiers qui jouent avec le capital, qui le font fleurir et l'alimentent par les banques, les industriels, les grosses sociétés, ou bien est-ce que c'est tout un chacun qui fait fleurir le capital dès lors qu'il possède du capital déposé en banque, c'est-à-dire patrimoine. J'avais été frappée quand j'avais lu le texte que tu m'avais envoyé, j'avais mis dans... Ça sont les notes que j'avais mises dans la marge, en fait, en lisant au fil de ma lecture. Et nous avons eu un jour une conversation. Oui. On a déjà amorcé ça. C'est tout un chacun, donc c'est vrai que je ne m'étais jamais réellement dit que, ayant un petit capital en banque, j'étais, de fait, je fais partie du système capitaliste, c'est d'accord. Voilà, mais il faut s'entendre sur, je dirais, jusqu'où chacun d'entre nous est mouillé, entre guillemets, c'est un peu trivial comme mot, mais dans ce cercle du feu, enfin dans ce triangle du feu, jusqu'où tout un chacun capitaliste que nous sommes, puisque participants de cette société où le capital tourne en fait, hein, c'est ça la question, nous jouons le rôle de combustible. C'est intéressant de préciser, d'aller un petit peu jusqu'au bout de nos linéaments aux uns et aux autres. C'était exactement ça que je voulais dire. Voilà. Oui, alors le capitalisme, c'est l'activateur, c'est pas le combustible. Le combustible, c'est les ressources naturelles finies. L'activateur, je veux dire. Voilà, le comburant, c'est la démographie. C'est ça. On en a parlé tout à l'heure. Et l'activateur, c'est le capitalisme. Alors, tu as introduit cette notion de niveau de responsabilité. Bon, c'est intéressant, c'est amusant. Je suis un peu responsable, mais pas trop. Je mouille un peu, mais pas trop. En fait, je crois que le problème, enfin la question n'est pas là. Le capitalisme innerve toute la société, nous innerve tous. Bon, ouais. Nous sommes tous capitalistes plus ou moins, mais la question n'est pas de savoir si on l'est plus ou moins qu'un autre. On procède du système et il y a une acceptation tacite du système. Voilà. Qu'on ne vienne pas me dire qu'on est contre le capitalisme, voilà, ou alors dire je suis contre le capitalisme, mais je joue quand même le jeu du capitalisme. Nous avions d'ailleurs, lors de cette conversation, Clara, il me semble que je t'ai dit, si vraiment on ne veut pas participer au capitalisme, il ne faut pas épargner, il ne faut pas consommer. C'est vrai. Hein, quand j'épargne, j'alimente la fiduciarisation, la financiarisation des entreprises capitalistes, et quand je consomme, eh bien, je fais créer de la marge aux entreprises capitalistes qui, avec ces excédents de gestion, vont se recapitaliser. Bon. Donc il faut que je sois autarcique, que je fasse mes légumes. Attention, ça va très loin. Il faut que je produise mes graines, mes semences moi-même. Il ne faut pas que j'achète mes semences chez Truffaut. Voilà. Bon. Bon, donc c'est une mission quasiment impossible dans une société inchangée que de dire je ne procède absolument pas du capitalisme. D'une part, c'est une mission impossible, et d'autre part, je dirais quel intérêt. Bon, où est l'intérêt, si ce n'est qu'on peut avoir un intérêt personnel, une satisfaction personnelle, de dire voilà, je ne procède absolument pas, je n'apporte absolument rien à l'étincelle et à l'activateur du capitalisme. Et je dirais, le sceptique te rétorquerait, oui, bon, et alors? Qu'est-ce que ça change?
que toi ou qu'une dizaine ou qu'un millier de personnes fassent ça, qu'est-ce que ça change? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Alors par contre, bon ça je pense on avait parlé. Par contre tu as ajouté quelque chose qui est intéressant, c'est voir les parties du programme sur l'abolition de l'héritage, page 34. Et tu poses le problème, les héritages sont souvent les conséquences des biens acquis du vivant d'ancêtres qui ont travaillé pour acquérir ces biens, n'est-ce pas injuste? Alors, voilà une question qu'elle est intéressante. Alors, on en a déjà pas mal parlé, hein, Hugues, de l'héritage, mais est-ce que tu pourrais développer, parce que je sais que tu as déjà parlé, on peut peut-être terminer là-dessus, parler 5 minutes de l'héritage, ça ne suffira pas, mais peut-être déjà poser. Alors, l'héritage, c'est un point difficile dans le programme et dans, disons, chaque fois qu'on imagine un changement radical, en fait, c'est l'un des 4 piliers du capitalisme. Les 3 autres piliers étant la personnalité morale, bon, je dis ça rapidement, il faut qu'on développe, la création monétaire ex nihilo, même chose, et le crédit porteur d'intérêt. 3 piliers. Le 4e pilier, c'est, disons, les modalités juridiques liées parce que quand on dit héritage, ça ne veut rien dire. Bon, quelles sont les modalités juridiques liées à l'héritage? Ce qui accrédite, je dirais, notre conception du capitalisme, comme le capitalisme étant une construction juridique. Voilà, le capitalisme, il a énormément de définitions. Lorsqu'il y a un débat entre 2 personnes sur le capitalisme, très souvent, il faut d'abord que chacun donne sa définition, parce que très souvent, les 2 personnes parlent de choses qui sont différentes. Pour nous, le capitalisme, c'est une construction juridique qui est basée sur ces 4 domaines et qui sont déclinés dans énormément de règles juridiques liées à ces 4 domaines. Donc, l'héritage fait partie de l'écriture par le capitalisme de la transmission des biens. Je dirais 2 choses. D'abord, tu dis que je relis une phrase. Donc, les héritages sont souvent les conséquences des biens acquis du vivant d'ancêtres qui ont travaillé pour acquérir ces biens. Et tu dis, n'est-ce pas injuste? Alors, le capitalisme, hein, pardon, le grand problème de nos sociétés, et l'objectif que devrait être la politique, hein, c'est de réduire, voire d'annuler les injustices sociales, c'est-à-dire les différences sociales. C'est ça, le vrai sens de la politique. Et si tout le monde est égal, a priori, on n'a pas besoin de faire de la politique. Donc la politique, elle est là pour tenter de régler les différences de revenus entre les gens, les différences sociales. Bon. Et d'où vient, quelle est la source des inégalités sociales? Quelle est la source des différences de revenus? Il y a un certain nombre de choses, mais il y a, entre autres, les biens acquis à la naissance. Les biens acquis, enfin à la naissance ou pendant le cours de la vie, acquis pas par le travail, mais par l'héritage. Bien. Donc, il y a injustice, je dis injustice toi-même, c'est-à-dire que quelle est la justice entre le fait que telle personne va hériter de son vivant d'un certain bien ou d'une certaine quantité de biens sans avoir travaillé pour cela, alors que celle d'à côté ne va hériter de rien. Bon, donc la justice, elle se retourne. Bon, ça c'est le premier point de débat. Ensuite, le deuxième point, c'est que le programme ne dit pas que tous les biens des défunts tombent dans le domaine public. Le programme ne dit absolument pas ça. Le programme dit que les biens
les biens des défunts qui n'ont pas été donnés de son vivant tombent dans le domaine public. Mais parce que nous avons voulu concilier hein, la justice et la liberté. C'est-à-dire que de son vivant, toute personne peut donner ses biens à qui il veut. Alors ce qu'on a cassé, c'est la notion effectivement, de ligne obligatoirement familiale. Obligatoirement familiale. Bon. Donc le principe très clair et très simple à comprendre, c'est que tout individu de son vivant peut faire don en nue propriété de ses biens à qui il veut. En nue propriété, c'est-à-dire qu'il peut le donner en pleine propriété s'il veut, mais il peut le donner en nue propriété, c'est-à-dire qu'il va conserver l'usufruit de ses biens, et ces biens, lorsqu'il sera décédé, viendront dans le patrimoine de celui à qui il les a donnés. Donc il ne faut pas faire dire au programme des choses qu'il ne dit pas. Alors,